Don't be silly, jump the gilly. Il m'a bien fait rire ce bon vieux Dustin Poirier qui se moque de lui-même et de ses mauvaises habitudes. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans ce Coach Talk, ce sera avec Brian, on va discuter de comment corriger une habitude en MMA, particulièrement en MMA. Et alors on va donner un peu de contexte à cette vidéo, c'est toi qui as suggéré le sujet et tu avais insisté sur le mot corriger. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Corriger. Bah, je pense que déjà, rien que sur l'intitulé, il va falloir prendre des pincettes. Donc, sur des habitudes, je pense qu'il faut qu'on évalue si c'est des habitudes qui sont néfastes pour l'ensemble du jeu, qui sont, voilà, est-ce qu'il y a un intérêt à corriger des habitudes, même si elles sont néfastes. Et corriger, c'était vraiment dans le sens, pas forcément supprimer, Voilà. tu vois. L'objectif, si vous avez une mauvaise habitude, est-ce que, toujours pareil, on doit toujours mettre un rapport entre le bénéfice et le risque. Et est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce que je peux en tirer? Mais toujours dans l'objectif d'améliorer sa pratique et d'en tirer du bénéfice. Ouais, et ici, ce que j'aime bien, c'est que c'est dans le milieu du MMA, parce pour moi, il y a une particularité qui est propre au fait qu'on parle de sport et pas d'habitude, genre la cigarette, pour prendre un exemple plus large. Arrêter de fumer, par exemple, qui n'est pas une correction, mais qui est vraiment arrêter une habitude. Alors, c'est un coach talk, donc cet épisode vous est présenté par unibet.fr. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, avant qu'on commence et qu'on rentre dans le détail MMA, est-ce que ça te semble logique si on se met d'accord sur la définition de ce qu'est une habitude? Ouais. Alors, pour ça, tu m'as fait sortir 2 livres que j'ai lus il y a un petit temps. Je les ai relus en diagonale, parce que bon, on n'a pas prévu ce podcast il y a super longtemps, et puis avec ma nouvelle structure familiale, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, moi, ma définition de l'habitude viendra de ce livre-là, que je conseille, Power of Habit. Okay. En gros, il explique dans le livre que le cerveau humain aime bien les habitudes parce que ça demande moins d'énergie. Forcément, une habitude, c'est quelque chose que tu fais sans réfléchir. Réfléchir, ça demande un effort, ça demande de l'énergie. Et donc, humainement, tu vas essayer de créer beaucoup d'habitudes parce que ça te demande tout simplement moins d'efforts. Et donc, c'est naturel parce qu'on aime bien se diriger automatiquement vers une zone de confort. C'est humain. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est dans ce 2e livre, Thinking Fast and Slow, que j'ai lu par la suite. Ça m'a fait beaucoup plus cogiter. Ça parle du système de pensée rapide et système de pensée lente. Donc, un système de pensée rapide, par exemple, c'est si je te dis 2 fois 2, tu vas répondre directement 4. Ça ne te demande pas d'effort. Si je te demande 14 fois 17, ça va te demander un effort mental de le calculer. Tu vas probablement... Chacun aura son système, mais certains vont dire, OK, je vais faire 17 fois 10. Ouais. Tu vois, chacun son système, mais tu vois, ça va demander, voilà, par exemple, moi, je le ferai en 17 fois 10, ça me fait 170, plus la moitié de ça, donc plus 85, moins 17, et donc j'arriverai à mon résultat. Chacun son système, et ça va me demander un effort. Et le lendemain, si tu me reposes la question, j'aurai le résultat en tête, donc je vais pouvoir te le dire au tac au tac. Donc là aussi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on comprend que le cerveau humain veut toujours se diriger vers la facilité. Et au même titre que si tu es dans le métro, tu es en train de réfléchir à comment développer ta marque Brutal MMA, ça te demande de la réflexion, tu es dans ton système lent, de pensée lente, tu es en train de réfléchir, et puis il y a un coup de feu. Tu ne vas pas finir ton fil de réflexion. Ton cerveau va être attiré par le coup de feu parce que c'est ton système rapide qui prend le dessus. Donc ça, je trouvais intéressant de le comprendre, comment ça fonctionne grossièrement. Et alors, ce qui est expliqué dans le premier livre, donc là, je reviens sur Power of Habit, une habitude, c'est un process. Il y a toujours ce qu'ils appellent un cue, donc un trigger. Puis, il y a la routine, que nous, on va appeler l'habitude. Et puis, il y a une récompense, un reward. Ça fonctionne toujours comme ça. Donc, tu as un trigger qui provoque ta routine, qui t'amène vers une récompense. C'est pour ça, en fait, que tu fais cette routine, parce que tu as envie de la récompense, en quelque sorte. Et ce qu'ils expliquent dans ce livre, et ça va faire le lien avec le MMA, c'est que le meilleur moyen de changer une habitude, c'est de changer la routine. Ce n'est pas de changer le trigger, ce n'est pas de changer la récompense, c'est de changer la routine. Donc, tu dois avoir le même trigger, changer ta routine pour arriver à la même récompense. Est-ce que ça te semble logique quand c'est vulgarisé comme ça?
Ouais, je pense que c'est assez logique et je pense que ça place directement sur une autre manière de définir le sujet, qui est peut-être pas le mot corriger, mais plutôt modifier la mauvaise habitude, tu Ouais. vois. Donc c'est pour ça que quand je te disais corriger plutôt que supprimer, l'objectif est vraiment de réfléchir et effectivement, si on vient dans ton approche avec la recherche d'avoir quelque chose d'économique, ce qu'on retrouve en MMA, on aura plutôt une modification d'une mauvaise habitude pour en faire quelque chose de positif, quoi. Mhm. C'est ça. Et en plus, bah, on en parle souvent qu'en MMA, mais se donner un temps de réflexion parce qu'on n'a pas connu une situation et qu'on est dans l'inconnu, ce temps de réflexion est un défaut parce que si ton adversaire est en mode naturel et flow, on va dire, bah, il gagne du Mhm, temps et le temps, c'est primordial en MMA. Donc clairement, quand tu as mhm, des habitudes en MMA qui, comme tu le dis, t'amènent généralement à des situations qui sont non bénéfiques, qui sont risquées slash non bénéfiques, mais il faut corriger ces habitudes. Et comme l'indiquent, bah, selon ma compréhension, les livres ici, supprimer une habitude, c'est très compliqué. Par contre, la modifier, c'est plus humain, plus fluide. Et donc, ce qu'il mhm, faut comprendre dans ce cas-là, par exemple, donc ici, ce qui est important, c'est il y a habitude, mais il y a aussi tendance. C'est quasi synonyme, mais voilà, il y a par exemple Dustin Poirier, on va dire qu'il a une habitude de sauter la guillotine dès qu'on le lutte à la cage. Donc son trigger, c'est tu me luttes à la cage, je vois ta nuque. Ma routine, c'est je prends la guillotine, je la saute. Ma récompense, c'est je peux finaliser le combat. Donc il faut changer cette routine ou la corriger, comme tu dis. Et puis, il y a des combattants qui ont certaines tendances aussi. Par exemple, Max Holloway qui recule beaucoup en ligne défensivement. C'est une tendance qui est exploitable par l'adversaire. C'est une habitude qui est exploitable par l'adversaire et qui devrait peut-être être modifiée, corrigée pour que ça ne le soit plus, pour que ce soit plus euh, exploitable par la suite. Euh, donc, sur base de ça, quel est quel serait Prenons toujours cet exemple de Dustin Poirier et de cette guillotine. Là, je pense Quels que seraient les axes pour corriger ça? ouais, je pense quand même que juste pour qu'on définisse, tu vois, là on a vu la définition Ouais. générale, mais pour que les gens puissent comprendre ce qu'on entend par mauvaise habitude, pour donner des exemples en MMA, je pense que c'est une bonne idée. Et donc effectivement, là on a Dustin Poirier qui va avoir tendance à aller chercher la guillotine, qu'elle soit sautée ou non, mais en tout cas, dès qu'on descend, dès que la tête adverse se rapproche de son ventre, il va aller saisir la nuque pour une guillotine, qu'elle soit sautée, qu'elle soit légèrement modifiée ou quoi que ce soit. On a dans les mauvaises habitudes que l'on rencontre en MMA, vous le verrez souvent, mais que ce soit chez les avancés ou chez les non avancés, une garde haute, dès que la frappe est partie, la main automatiquement va descendre de l'autre côté. C'est une très mauvaise habitude, hop, Mhm. qu'on retrouve un peu en karaté étrangement, mais voilà, c'est encore quelque chose de différent. Mais en boxe anglaise, on voit des combattants qui ont une garde haute, même s'ils sont très très loin de la zone de frappe, et dès qu'ils rentrent, eh bien, une fois, la main tombe, et encore là, vous la voyez, mais certains, ça va jusqu'à la La poche. hanche. Ouais. Voilà, ça c'est une mauvaise habitude. On a quoi d'autre comme mauvaise habitude? Moi que j'avais noté, attends. Ouais, j'avais noté par exemple les doigts en avant. Ça, c'est des mauvaises habitudes ça, on pourra en discuter, que je corrige directement dès le début. Et je pense que euh, beaucoup de coachs devraient le faire. Donc, on a mais même des pros hein, qui font des sparring avec doigts ouverts comme ça. Mais on n'est pas en boxe anglaise, on est en MMA et en boxe anglaise, vous pouvez le faire. Vous avez les camps en MMA, ce genre de mouvement peut être sanctionné, tu vois, Mhm. sanctionné par l'arbitre. Ça peut vous sortir d'une concentration, ça peut vous prendre un point d'avertissement ou avoir un no contest ou je ne sais quoi, tu Ouais. vois, avec un doigt dans l'œil, quoi. On l'a eu il y a pas longtemps, Bah, doigt dans l'œil. Ah bah ouais, oui, oui, si, si, avec Brian Battle. ouais, voilà. Bon, c'était pas sur une phase de striking, mais un doigt dans l'œil, c'est un no contest et c'est un camp d'entraînement de Ouais, perdu. j'allais dire, tu sais, Leon Edwards contre Belal Mohamed, bon, c'est pas récent, mais il y a beaucoup d'exemples qu'on peut Hmm. aller chercher comme ça. Ouais. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a d'autres mauvaises habitudes, moi, que je vois, par exemple, ça va être le travail de tout ce qui est catchcraft, donc le placement dans la Ouais. cage. Donc, je peux avoir des compétiteurs, et puis peut-être même moi, hein, au fur et à mesure que ça avance, eh bien, les habitudes de reprendre le centre après chaque déplacement commencent à se perdre, et on se retrouve dans des positions
dégueulasse, parallèle à la c'est cage, ça. ce genre de Voilà, moi, choses. Tu vois. je crie toujours à mon écran quand je vois deux athlètes qui sont tous les deux parallèles à la cage, alors qu'il suffit qu'il y en ait un des deux qui reprenne le centre et c'est un avantage pour lui, quoi. Mhm. Donc ça, des exemples, je pense qu'il y en a plein, hein. On a parlé de Dustin, je pense qu'il y en a plein. Je pense que ça vous fait sens à tous, avec des coachs qui vous ont sûrement dit ah, tel défaut, il faut que tu l'enlèves, tel défaut, il faut que tu l'enlèves, ou la tête relevée aussi, des fois, on a tendance à tendre les bras, la tête relevée, ou à frapper, quand on veut commencer à frapper fort, à lever le menton. Il y a plein d'exemples comme ça. Et ces habitudes-là peuvent être vraiment délétères dans votre jeu, elles peuvent être exploitables par votre adversaire, que ce soit en sparring à l'entraînement ou pour les compétiteurs en combat. Ouais. Donc voilà, je pense que là-dessus, on doit réfléchir maintenant, parce que c'était ta question. Ouais, Hein. ouais, et Qu'est-ce qu'on peut mettre en fait, place? tu amènes un point que je voulais dire pendant le podcast qui est important, c'est à un certain niveau, donc quand tu combats pour une ceinture à l'UFC, je le dis souvent, tu rencontres plus des gens qui ont vraiment des faiblesses. Parce qu'en fait, quand tu es dans ton process, tu combats tes premiers combats en professionnel, bah, tu analyses ton adversaire, c'est ok, ça ce sont ses forces, ça ce sont ses faiblesses. J'ai trouvé mes chemins de victoire dans les faiblesses. Quand tu rencontres un Ilia Topuria, quand tu rencontres un John Jones, quand tu rencontres des gars comme ça, tu peux plus vraiment parler de faiblesse. Par contre, tu dois chercher les habitudes sur lesquelles tu vas pouvoir capitaliser pour trouver ton chemin vers la victoire. Et donc, évidemment, quand tu arrives à à tous les niveaux, c'est important de travailler sur tes mauvaises habitudes. Mais surtout à très très haut niveau, c'est là-dessus qu'il faut mettre un plus gros focus. Voilà. Et alors, c'est bien que tu introduises ça, parce que tu as les mauvaises habitudes, celles qui sont visibles et qu'on voit à l'entraînement qu'on va corriger. Et à très très haut niveau, on va avoir des habitudes exploitables. Ouais. Tu vois. On a les habitudes exploitables, par exemple le retrait de jambe sur low kick de Weili Zhang ou de Daniel Cormier, tu vois, avec les mains qui descendent. C'est des habitudes qui ne sont pas problématiques, on va dire. Jusqu'au jour jusqu'au jour où quelqu'un exploite votre habitude de défense. Donc si à chaque fois que vous défendez, vous faites parry, bloc, parry, bloc, et que à chaque fois aux entraînements, bah, ça passe, personne ne vous touche, en combat, vous faites une longue ascension, mais que un John Jones ou une Rose Namajunas se disent « Oh, mais là, il fait toujours la même chose à partir du troisième ou à tel moment, je vais exploiter ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais une discussion avec Johnny Frachet, c'est que lui, quand il analyse les combats, parce que des fois, on m'a reproché de remonter loin en arrière, tu vois, sur les analyses de combat. Oh, ouais, c'est pas du tout une... Et lui, il me disait qu'il regardait, il cherchait les patterns, mais il pouvait repartir très très loin, parce que s'il retrouvait un pattern qui était fait il y a des années et qui était encore visible, il savait que c'était inscrit un peu dans les gènes. Ouais. Et ben justement, c'est marrant que tu parles de Namajunas contre Weili Zhang, parce que ce soir-là, il y avait également Ousmane contre Masvidal. Les deux qui étaient, donc Namajunas et Ousmane étaient tous les deux sous le coaching de Trevor Whitman. Et j'avais fait une vidéo dessus à l'époque sur la chaîne où en fait les deux ont exploité des habitudes. Donc Weili Zhang, c'était une habitude qui était flagrante mais qui n'avait jamais été exploitée. Par contre, le KO que Ousmane a mis sur Masvidal, c'est exactement le même qu'un KO que Masvidal avait pris en tout début de carrière contre Rodrigo Dam. Et donc, clairement, je pense que Trevor était allé remonter jusque là-bas et qu'il y a ce genre d'habitudes, même exploitées une fois, mais plus exploitées pendant des années, elles peuvent rester. Et si elles ne sont pas corrigées, elles sont de nouveau exploitables. Elles peuvent rester, voilà. Et donc, il y a déjà inexploitable. Et alors, sur Weili Zhang, début de combat, je pense. Ouais, premier round, 1 minute 20, un truc comme ça. Et on a des habitudes exploitables qui sont corrigées par le combattant, mais qui reviennent au fur et à mesure via la fatigue. Exact. Et ça, on va en parler aussi. Ouais. Ça c'est quasi impossible à... Ouais, parce que c'est de l'instinct, là. À supprimer, parce que à moins d'augmenter quasi son cardio pour pousser la fatigue le plus loin possible, tu vois, mais ça devient extrêmement compliqué. Ouais. Donc, ici, est-ce que parce que j'ai plutôt fait mon process de réflexion, et je prenais toujours l'exemple de Dustin Poirier et sa guillotine, parce que voilà, c'est toujours bien d'avoir un exemple concret. À la base, quand tu as parlé de ce sujet, je me suis dit, en fait, je vais simplement reprendre quelque chose que toi tu avais dit dans un de nos autres podcasts il n'y a pas si longtemps, qui était très intéressant. Ben, c'est avec Cédric Noubé, quand on analysait le sol de Cédric Noubé. En professionnel, tu ne peux pas t'entraîner avec des partenaires d'entraînement qui tapent très vite sur tes soumissions.
Tu dois avoir des partenaires Mhm. d'entraînement qui vont faire comme un combat, qui vont vraiment essayer de sortir de cette soumission et qui vont taper au tout dernier moment pour t'habituer justement à aller chercher cette soumission jusqu'au bout. Et donc, à la base, je m'étais dit, bah voilà, pour Dustin Poirier, peut-être qu'il a développé cette habitude parce que quand il l'a fait à l'entraînement, 80% du temps, il fait taper ses adversaires, enfin ses partenaires. Et peut-être que ses partenaires, ils tapent trop vite parce qu'ils sont à l'entraînement et qu'ils ne veulent pas simuler à 100% le combat et que c'est à cause de ça qu'il a amené à faire cette guillotine. Et donc, je m'étais dit, mais peut-être que pour corriger ce genre d'habitude, bah, il faut juste qu'il n'y ait plus la récompense. Si tu es de Dustin Poirier et que chaque fois que tu sautes cette guillotine, tu la rates à l'entraînement, tu vas peut-être pas la faire en combat. Et au final, en revoyant justement le livre Power of Habit, je me suis dit, bah, en enlevant la récompense, je pense que l'habitude peut rester. C'est pas comme ça qu'on change une habitude, d'autant plus que, Mhm. bon là je reviens, et désolé je manque un peu de précision, mais j'avais entendu un podcast de Joe Rogan il y a un an, qui était plus sur les jeux au casino, tu vois. Au casino, tu joues, tu fais tout le temps la même chose, tu vois les machines où il y a trois trucs qui doivent être la même chose, là, si tu as 3 bananes, tu gagnes 1 000 euros, si tu as 3, je sais pas quoi, là, tu gagnes. Mhm. Ben, c'est la même chose, tu vois, ton trigger, c'est je lance, ton habitude, c'est je regarde, et ton reward, il est complètement incertain. Complètement incertain, improbable, non fréquent. Ça peut venir, c'est comme ça peut pas venir, et donc tu as un rush de dopamine juste avant de voir le dernier Mhm. tourniquet s'arrêter. Et donc je me suis dit, mais en fait, si tu vas à l'entraînement en tant que Dustin Poirier et qu'au final, au lieu de 80%, tu l'as réussi que 10%, tu as toujours ce truc de je vais peut-être la réussir, et donc tu risques de garder l'habitude. Et donc, je pense que pour corriger une habitude, il faut vraiment garder ton trigger, garder ta récompense, même si elle est incertaine et que sa probabilité de réussite diminue, mais c'est l'habitude que tu dois travailler. Donc, vraiment la routine que tu dois retravailler. Mhm. Oui, je suis d'accord là-dessus, hein. Je pense que moi, je t'avoue que en préparant ce sujet, je me suis pas trop intéressé aux récompenses, etc. Enfin, indirectement, tu vois. Ok, Par exemple, sur Dustin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu tous ses combats, UFC Stats, et j'ai répertorié toutes les tentatives de soumission, tu vois. ok. Tu as fait un gros travail. Bah, non, sur UFC Stats, ça va, tu vois. Tu vas sur le combat, tu regardes, ok, 2 tentatives de À tel soumission, tu round, regardes le ouais, combat, j'avoue. Ouais. Ouais. voilà. Ah non, il n'y avait pas les rounds, mais tu reprends le truc, tu cherches où ça va au sol, tu reviens un petit peu en arrière, tu vois que c'est lui qui se met au sol avec sa guillotine sautée. Ok. Bref, c'est une vraie habitude parce qu'il en a placé quand même beaucoup, c'est pas très compliqué d'en retrouver, tu vois. Non, vraiment pas. Mais sur cette récompense, tu te rends compte bah, que la récompense, c'est la victoire, on est d'accord Ouais. là-dessus. On est d'accord, il n'y a pas de... Donc, Benoît Saint-Denis, 4 tentatives, 4 échecs, mais il gagne son combat. Gaethje, 0 tentative, il le perd. Chandler, 2 tentatives, il le gagne. Oliveira, 0, il le perd. Ouais, si je dis pas de bêtises, 0, tu Oui, il vois. le perd. Connor, 0, il gagne. Donc, en gros, ce que je veux dire par là, hein, je peux descendre hein, jusqu'à Alvarez, tu vois. Il n'y a pas de logique en soi, tu vois. Mhm. Donc, ça veut pas... c'est ça le truc, c'est que je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le bon exemple, parce qu'au final, quand il est saute, peut-être que l'autre il s'épuise, tu vois. Mhm. Euh, au final, le seul combat qu'il a réellement perdu suite à ça, C'est Khabib. c'est contre Khabib, Mhm. tu vois. Le seul combat. Ouais. Par contre, maintenant, donc c'est pour ça qu'au niveau récompense, mais par contre, je me suis dit, il a quand même un chemin qui est profitable, tu vois. Mhm. Face à quelqu'un qui sait que sa guillotine, elle est pas bonne, qu'il fait taper personne, il n'y a pas de problème à aller dedans. Et j'ai encore regardé le combat de Nurmagomedov. Pour moi, je suis désolé, mais il n'y a pas une seconde où Nurma est en danger dessus. Même s'il tourne ses hanches, etc., aucune artère n'est bouchée. Donc, à part avoir un petit peu mal à la nuque, encore, tu vois, c'est le lendemain, il y a rien, quoi. Il n'y a rien. Oui, effectivement, il respire difficilement, mais C'est Nurmagomedov jamais, quand même. jamais, voilà, jamais il va taper là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en combat, vous mettez une guillotine, à part avoir la nuque qui part complètement à l'envers, et comme le disait, comment il s'appelle, celui qui s'est pris la guillotine contre Ah, Swanson. Swanson contre Ortega. Cub Swanson, qui a eu l'impression de se faire décapiter sous la force. Donc c'est par peur hein, entre guillemets, par peur qu'il a tapé, mais il a eu l'impression de se faire décapiter. À ce niveau-là, c'est soit les deux artères sont bouchées, tu t'endors si tu tapes pas, soit tu t'endors, tu vois. Mhm. Donc, moi, je pense que c'est plutôt de regarder, analyser, et moi, ce que je pense sur la modification, c'est repérer
les mauvaises habitudes et une fois que tu les as repérées, réfléchir les modifications qui te permettraient de t'améliorer, de progresser, tu vois. Exactement. Parce qu'une mauvaise habitude en soi qui te pose pas de problème, tu vois. Par exemple, tu es ici, quand tu frappes, tu as la main qui descend, tu vois, la Pereira, par exemple, tu Ou vois. McGregor, ouais. Ah, Prendre des exemples de bons oh, strikers. McGregor. Est-ce qu'on va les corriger, ces types-là, tu vois? Est-ce qu'on va leur dire, mec, quand tu fais shadow, ta main qui tombe, ça va pas du tout, tu vois? Bah, McGregor, c'est ça que Dustin a exploité, tu vois, dans le deuxième combat avec le check hook. Euh, faudrait que je Ah, mais regarde. encore une fois, tu vois, c'est vraiment ce que tu disais par le Pour passé, moi, tu vois, euh, tant que c'est pas exploité, bah, tu vois pas le problème. Oui, c'est vrai, ouais. Mais Enfin, si on te, même si tu es le meilleur striker et qu'on te dit, bah hum, mec, hum, hum. ça t'a pas encore Ouais, posé problème, mais ça risque de te poser problème un jour, voilà. voilà, Mais donc, c'est ce que je te dis, c'est ce que je te dis, c'est que tout d'abord, quand tu dois, qu'elle soit une bonne ou mauvaise habitude, tu dois repérer une habitude qui pourrait ralentir ta progression, qui pourrait t'exploiter. c'est ça. Et donc, pour moi, dans la première des choses, avant de dire c'est une mauvaise habitude, une bonne habitude, c'est avant de dire ça, il faut repérer ce qui pourrait poser problème ou ce qui a pu poser problème, tu vois. Ouais. Et à partir de là, une fois que c'est repéré, en fait, déjà, tu as un premier cheminement qui est fait. Conscientisation, Si tu sais pas quoi corriger, conscientisation. Ouais. voilà, si tu sais pas quoi corriger, ça va pas. C'est aussi simple que ça, donc c'est le repérer et tu dois l'accepter Ouais. aussi. Par exemple, là, on a un Dustin Poirier qui sort des t-shirts et il dit non, peu importe ce que les coachs vont me dire, je continuerai à le faire. Donc tu dois repérer et tu dois l'accepter. Parce qu'un coach qui te dit ouais, ta main qui tombe, alors que tu tapes tout le monde au fur et à mesure que tu montes, tu vois, et ben tu vas pas le Ouais, corriger. et puis on peut même aller plus loin en Si tu... disant le fait que ma main tombe, ça veut dire que ma deuxième frappe vient sur un angle non habituel qui m'ouvre des portes. Et donc, tu vois, ça revient sur le bénéfice-risque. Je connais le risque. Hmm. Je sais qu'en tapant avec ma main gauche, ma main droite qui est basse, il y a un risque de contre simultané. Mais sur la plupart des situations, j'ai plutôt profité de ce risque et le tourner en bénéfice parce que ma deuxième frappe qui Ouais. va venir va plus surprendre mes adversaires que la possibilité de me faire contrer dessus. Et donc là, ça va très très loin, mais j'aime bien que tu aies dit ça très tôt dans le podcast. Bénéfice-risque, c'est constamment une analyse à faire, que ce soit en MMA ou dans la vie de tous les jours. Ouais. Voilà, en tout cas, je pense que tu vois, sur ce bénéfice-risque, il faut conscientiser et il faut accepter déjà de modifier Ouais. personnellement. Tu vois. Donc, si vous êtes coach, que vous écoutez, vous voyez un de vos élèves qui, à chaque fois, a la main qui tombe ou qui a une mauvaise habitude, vous pouvez lui répéter autant de fois qu'il veut. Si il n'en prend pas conscience, Mhm. si pour lui, il n'y voit aucun intérêt de changer, ça sert à rien, C'est quoi. ça. Enfin, vous pouvez répéter autant que vous voulez, mais ça va pas fonctionner. C'est le pourquoi. C'est le pourquoi qui te fait changer. Mm, C'est pas le comment, c'est pas le quoi, c'est le pourquoi. Ouais. Là-dessus, on est d'accord. mm, mm, Et donc si on fait le process de correction d'une habitude, donc là, on vient de dire, la première chose, c'est le repérer, se dire, OK, là, tu as une ouais. habitude, et décider qu'elle est mauvaise pour ton jeu, qu'il y a plus de Ouais, risques donc que de là, bénéfices. ouais, Donc là, tu ouais. conscientises. Donc là, on part du principe, ouais. Voilà. Tu la repères, tu la conscientises. Deuxième étape, tu évalues bénéfices-risques. Ouais. Quels sont les bénéfices à la modifier? Quels sont les risques? Quels sont les bénéfices à la garder? Quels sont les Et en risques? fait, c'est très bien. Tu nous pousses à aller vraiment loin parce que clairement, tu as cette analyse. OK, là, on a un bénéfice-risque. Je pense qu'il faut la modifier. Mais si tu ne trouves pas une modification qui t'apporte plus de bénéfices et moins de risques, bah, tu ne peux pas la modifier parce qu'alors tu vas la modifier pour encore quelque chose de pire. Et c'est pour ça que le mot Voilà. correction est bien parce que correction, ça Mm, fait penser à amélioration aussi. mm. Et donc ça, c'est la deuxième Voilà. étape. Donc la troisième étape, c'est évidemment de ton analyse en tant que coach. Après, ça peut être aussi de l'introspection parce que là, on parle toujours le coach va venir corriger l'élève, mais ça peut être aussi l'élève Non, qui fait bien sûr. une introspection. C'est OK, maintenant j'ai repéré, j'ai Mm. trouvé qu'il y avait plus de risques que de bénéfices. J'ai trouvé une alternative qui me permet d'avoir plus de bénéfices, moins de risques. Donc je l'accepte. Mhm. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est vraiment la correction en elle-même. On est d'accord. Mm, mm, mm. Et donc là-dessus, c'est quoi? C'est la répétition, répétition, répétition. Non, pas que, je pense pas. Enfin, oui, de la répétition, forcément, mais comment dire ça? Pour avoir déjà eu des élèves où on a cherché à corriger un défaut, répéter, 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 ça revient à un moment donné, tu vois. Ouais. Surtout dans la Et fatigue. donc, Ouais.
dans la Dans le fatigue, stress, ouais. dans le stress, dans plein de choses. Et donc, je pense qu'il faut avoir plusieurs chemins de répétition. Donc, je pense que le premier, ça va être de commencer à le répéter dans la technique, Mhm. lentement, à chaque fois, rajouter. Puis, commencer à l'ajouter dans les shadows, tu vois, Mhm. donc à une intensité beaucoup plus faible. Euh, Ensuite, commencer à le mettre dans les sparring, tu vois, tranquillement. Et ça, bah, le problème, c'est que c'est difficile de voir. Donc, soit tu as, le coach qui va te le dire, soit il faut que tu filmes tes sparring pour voir, ah purée, là j'ai encore foiré et Mhm. tout, tu vois. Et donc, avant les sparring, se rappeler. Et donc, je pense qu'il faut le répéter un petit peu dans différents Ouais. endroits jusqu'à le travailler, le répéter mentalement, avec de la visualisation, Mhm. avec de la préparation mentale. Je suis ici en train de boxer, boum, par exemple. Imaginons que vous envoyez un cross avec le menton relevé. Vous imaginez dans votre tête que vous tournez votre épaule, qu'elle vient couvrir votre menton. Vous passez en dessous, vous avez les mains bien collées pour le roll under et tout. Et vous le visualisez. Mhm. Et donc ça, je pense que c'est les étapes qui font que tu peux modifier progressivement, tu Ouais. vois. Et la dernière étape, c'est après, c'est de garder cette nouvelle habitude dans la fatigue. Voilà. Et ça, pour moi, c'est dans les sparring ou sur des circuits, peut-être circuit training, tu vois, où tu fais des pads. Et puis, une fois que tu es passé vraiment dans la fatigue, c'est là où tu dois continuer à conserver cette habitude. Ouais. Ouais, j'aime bien parce qu'en fait, ça me fait penser un peu au processus d'apprentissage aussi. Hein. Voilà, tu apprends une nouvelle technique, c'est un peu ça. Tu entraînes d'abord la technique, puis tu la places en shadow, puis tu essaies de la placer en drill, puis tu essaies de la placer en sparring. Et pour les Hmm. plus avancés, tu vas aussi la visualiser chez toi pour vraiment perfectionner chaque élément de l'apprentissage de la technique. Si on va aussi un peu plus loin, moi je pense qu'il y a deux éléments encore sur lesquels j'aimerais rebondir. Donc il y a un élément, c'est, tu vois, il y a modifier une Mhm. habitude, mais il y a aussi ce truc de enlever une habitude que je n'aime pas. Et j'aimerais qu'on en parle quand même parce que je pense que enlever une habitude, c'est très compliqué. Un peu de, n'envoie plus de low kick. Tu vois, t'es un peu là genre, ah non, tu vois, c'est mauvais. Tu vois, c'est apprendre. Et c'est très important d'en parler parce que c'est. J'envoie des low kicks, mon cerveau, je suis dans un combat, je suis à la distance, je vois le low kick, je l'envoie. Ma tête, elle est toujours au milieu, je me suis fait contrer dans plein de combats. Je vais pas pouvoir, je vais pas pouvoir arrêter ces low kicks. C'est une habitude que je ne peux pas enlever. Par contre, tu peux améliorer la façon dont tu envoies les low kicks, les envoyer sur des moments plus opportuns et les envoyer de sorte qu'on ne puisse pas plus te contrer. C'est comme ça. Un peu pareil pour la guillotine de Sin, c'est la sauter au moment où tu sais que tu vas la finaliser ou au moment où tu sais que tu vas fatiguer ton adversaire, ce qui va être bénéfique pour toi plus tard dans le combat. Mhm. Donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup le fait que tu dises corriger, c'est parce que je pense vraiment que enlever une habitude, c'est trop compliqué. Mhm. Surtout quand c'est une habitude, genre t'envoies mal des low kicks en combat. On avait eu le cas avec Mhm. Kelly. Hein. Moi, j'avais fait cette erreur en tant que coach de lui dire à un combat, ben, envoie pas de low kick. Premier truc qu'elle fait dans le combat, elle envoie un low kick et elle se fait tuer, elle se fait tuer derrière. Quoi. C'était quand on était en Allemagne, là, Bah tu vois. oui, puis on a eu ça. Et, On a eu ça avec Jordan Zebo. Les gars lui disent n'envoie pas d'high kick, n'envoie pas d'high kick. C'est le premier coup qui part, tu ouais. vois. Donc effectivement, tu en as déjà parlé, mais tout ce qui va être négatif, c'est pas forcément la bonne idée, tu Ouais, vois. j'en avais parlé en off, mais voilà, on va le dire de manière transparente. C'est ne va pas à la guerre, ne va pas à la bagarre. C'est pas une instruction qui est Ouais. traitable par le combattant, tu vois. Non, non, Et non. donc, juste pour prendre un exemple, Le cerveau, il entend juste low kick, il entend juste high kick, il entend juste guerre, ouais, c'est tu ça, vois, c'est ça. Et au donc, final. juste pour aller plus loin, pour Donc, donner un je- exemple qui fonctionnerait, c'est par exemple ce que Trevor Whitman a dit à Justin Gaethje entre le round 2 et le round 3 contre Tony Ferguson. Il n'a pas dit ne va pas à la guerre, il a dit enlève 20% d'intensité dans tes frappes. Et ça a été Mm, ça a été une instruction qui a été ultra bénéfique pour le combat. Et donc ça, c'est mm, peut-être mm, important de faire cette petite digression, parce que c'est une erreur que j'ai fait beaucoup en tant que coach. Il ne faut pas avoir une communication négative. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est pas bon pour un combattant. C'est vraiment dire, ok, mm, que dois-tu faire? Et justement, ce que tu vas faire va te permettre de ne plus faire ça. Mais tu ne dois pas dire la partie ne plus faire ça. mm. Donc voilà, petit tip quand même de notre Ouais. expérience. Ouais. Alors moi, je vais te donner deux autres solutions hein, que de corriger, tu vois. Donc par exemple, on a discuté un petit peu des corrections qu'on peut avoir en boxe, par exemple, tu vois, sur des mauvaises habitudes Mhm. ou sur de la technique purement. Donc le jab s'il est mal fait avec le menton à la fenêtre ou un low kick avec une mauvaise distance où il va y avoir de la répétition.
Après, on a des mauvaises habitudes au démarrage d'un combat qui peuvent arriver avec le stress, qui peuvent être pas accentuées, je dirais pas ça, mais voilà. On va dire surtout, tu n'envoies pas de low kick, et puis dans le stress, on y va. Et donc, moi, il y a un outil que j'aime bien utiliser, c'est la simulation, les sparring de simulation. Et j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo où en fait, tu vas simuler, mais en répétition, tu vois, et donner les indications de ce qui doit être fait dans les 10, 15, 20 premières secondes. J'aime beaucoup. Des élèves qui savent pas quoi faire, et je vais leur dire, écoute, je veux que tu me fasses, que tu déplaces, tu mets de l'intention. Ta première fois frappe, ça doit être un jab, tu décales, mais pas un jab pour toucher, un jab devant ses yeux. Et ils me disent, ah, c'est cool parce que je savais pas quoi faire dans les 10 premières secondes, tu vois. Face à des profils qui font quasi toujours la même chose, comme, je sais pas, il y avait Bigfoot Silva, je t'avais donné comme exemple, et Velasquez avait exploité ça. Ouais, ou ce week-end, c'est Tibura qui a combattu, qui envoie toujours low kick d'entrée de jeu. Non, c'est Tuivasa qu'on voit toujours low kick d'habitude. Et pour moi, Tuivasa, il devait exploiter. Ah, et Jelton Almeida aussi, le front kick vers le shoot. Ouais. Il y a des choses qui sont exploitables. Et donc, face au stress, eh bien, il faut répéter, donc sur de la simulation. Pour Dustin, par contre, je pense que c'est sa technique qui est mauvaise. Ouais. Alors vous allez me dire, t'es qui pour dire ça? Je pense que sa guillotine, elle n'est pas bonne et qu'il manque 10 degrés pour qu'il puisse soumettre n'importe qui. Il attaque, j'en ai déjà parlé, mais il attaque sa guillotine avec un angle droit ici, et tu peux pas attaquer les artères comme ça. Donc pour moi, ça serait vraiment, là on est sur modifier. Ok, on part du principe, tu vas toujours partir avec ta guillotine, ton bras c'est plus fort que toi. Effectivement, ça t'a permis de sortir de situation, parce qu'il faut savoir quand même que sa guillotine, elle empêche certains de le mettre au sol, tu vois. Elle fatigue aussi, et après il exploite ça en boxe anglaise, et ça le gêne pas trop, on dirait, sur les bras. Mais il a juste une légère modification de la technique, comme sur le low kick qui est pas à distance, pour que ça devienne extrêmement dangereux. Ouais, et en plus problématique, parce que s'il modifie juste ça, prochain il va dire ouais, ses guillotines sont éclatées, il va rentrer dedans et il va se faire exactement, tu vois. Exactement. Il y a une page Twitter qui est très chouette à suivre qui s'appelle Open Note Grappling, et il avait justement pris plusieurs exemples des guillotines sautées de Dustin, que ce soit contre BSD ou contre d'autres combattants, et qui donne des ajustements qui sont intéressants pour qu'il puisse finaliser ses guillotines dans ces situations où il met en évidence les erreurs que Dustin, les erreurs techniques que Dustin Poirier fait dans chacune de ces situations. Et clairement, corriger ça, je t'enverrai la vidéo après, elle est super intéressante. Ouais, corriger ça te permettrait évidemment d'aller vers cette victoire, et donc c'est une correction intéressante. Et par rapport au début de combat, il y a plusieurs trucs que j'aime bien, c'est ce que je disais aussi quand j'étais coach d'initiation au début et que mes compétiteurs rentraient dans la cage. Je sais que c'est un stress de ne pas savoir ce que tu vas faire sur les 15 premières secondes. Et en fait, si tu les rassures sur les 15 premières secondes du combat, après tu sais que tu es dans ton combat, tu vois, c'est moins compliqué, tu es moins dans ta tête en train de réfléchir, alors qu'avant de rentrer dans le combat, tu sais pas ce qui va se passer. Donc si tu arrives à rassurer en disant, voilà, les 10 premières secondes ou les 15 premières secondes, je veux que tu ailles vers lui, tu fais un touch glove, tu commences à bouger latéralement, tu fais un jab, ta première étape, elle est faite, tu vois. Et c'est safe, c'est connu, tu ne rentres pas dans de l'inconnu. Et après, voilà, le reste, il est dans son combat, il a été rassuré sur le début et il est bien dedans. Donc j'aime bien ça. Et alors, ce que tu dis par rapport justement aux habitudes de début de combat de Tuivasa, de Jelton Almeida, de Bigfoot Silva dont on a parlé, c'est que ça reste un peu dans la même logique, tu vois. Trigger, le combat commence. Routine, mon low kick, mon front kick vers le shoot ou que sais-je. Et ma récompense, c'est me mettre à l'aise dans le combat. Donc, tu sais que tu peux garder la récompense, c'est OK, il faut que tu as besoin d'être assuré pour ton début de combat. Comment est-ce que tu fais? C'est que tu as ta propre routine. Maintenant, le problème, et comment ça trigger, c'est quand le combat commence, tout simplement. Donc, tu as les 3 éléments, ils sont clairs, c'est facile à modifier parce que tu sais comment le faire. Et donc, en fait, tu dois juste dire, OK, ce combat-ci, je pense que ton adversaire, c'est un analyste. Tes 4 derniers combats, tu les as commencés sur un low kick. Je suis sûr qu'il aura préparé quelque chose. Donc maintenant, le combat commence. Surprends-le avec une feinte de low kick et un direct, par exemple. Et au moins, le gars, il est là. J'ai mon trigger, le combat commence. Je suis rassuré parce que mon coach m'a dit, si on fait ça, ça pourrait justement le surprendre. Et en plus, on minimise le risque que le gars ait préparé ce que tu fais d'habitude en début de combat. Et ta récompense, c'est, je suis à l'aise dans mon combat. Donc, tu as vraiment les 3 éléments et j'aime beaucoup ça. Ouais, je pense que ça doit être ça aussi. Et ça sera un point aussi, c'est
Bah, dans la correction de ce que on fait souvent des game plans que d'un point de vue. On se dit, ok, tel adversaire, je vais mettre ça en place parce que je pense le Mhm. battre. Et puis on oublie que ça, en face, bah, le gars, il va peut-être faire pareil, tu Ouais, vois. Et donc bah, là, on est sur une sorte d'affrontement. Tu dois voir de ton point de vue et tu dois, une fois que tu as fait ça, te dire, ok, mais de son point de vue, qu'est-ce qu'il va ouais, prévoir? Ah, il va prévoir que je fasse ci, que je fasse ça, etc. Donc, je peux commencer à mettre des pièges voilà. où il va s'attendre peut-être. Et il faut casser ce genre de dynamique aussi, Ouais. tu vois. Il faut casser à quoi il va s'attendre. euh, et puis, bah, il faut exploiter derrière. Ouais, ouais, non, là, ça devient vraiment complexe, mais j'ai envie de dire, si vous faites des sparring assez régulièrement, normalement, c'est la même chose en sparring. La capacité à construire son propre jeu Mhm. tout en faisant face à quelqu'un qui va aussi construire son propre Ouais. jeu. Ok. Et en sparring, bah, alors quand il y a moins de niveaux devant vous, bah, vous allez pouvoir construire et puis ça va être assez Mhm. prévisible. Mais vous devez aussi, face à des gars plus avancés techniquement, eux, ils vont exploiter. Et là, ça devient une sorte de, Mind pas de game, quoi. casse-tête, Ouais, quoi. bah Mais, aussi, hein, ouais. oh là là, ouais, face à des avancés, c'est vraiment mind Ouais, parce game. qu'en fait, Ouais, t'en arrives à penser, est-ce qu'il a fait ça pour me tendre un piège ou est-ce que c'est vraiment une mauvaise habitude que je vois chez lui que je vais pouvoir exploiter? T'en arrives à te poser ouais, cette bah ouais, question dans c'est certains vraiment sparring ça. face Ah ouais, à ouais. des gars très À, forts, tu vois. à haut niveau, c'est Bah, vraiment ça. À haut ouais. niveau, c'est des fois tu te dis ça va, il l'a fait exprès et tout, alors que pas du Ouais. tout. Et des fois, tu fonces sur un truc et au final c'est un piège. Ça devient extrêmement Ça revient de complexe nouveau aussi. à ce bénéfice-risque, hein. Tu vois une ouverture, tu dis, Mm, OK, mm, si j'essaye de l'exploiter, le bénéfice potentiel, c'est je mets le KO. Mais par contre, mm, il y a un mm, risque présent qu'il l'ait fait exprès et que du coup, ils s'attendent à ce que je mm, cherche mon KO pour pouvoir capitaliser dessus. Et c'est mm, pareil au mm. sol, hein, parce que moi, je prends toujours cet exemple de, Oui. bah, tu connais très bien aussi Alan Sikou, quand tu tournes avec lui au sol, bah, le mec, il te met que des pièges. Et moi, comme je suis débutant, bah, je tombais à chaque fois dedans. Mais c'est bien parce que tu vois, ça te pousse à la réflexion, justement, ça te pousse à voir, OK, une ceinture noire de très haut niveau, ça travaille comme ça travaille en mode, voilà, je te laisse croire que tu as une ouverture là, et en fait, quand tu vas chercher l'ouverture, ben, moi j'avais déjà anticipé que tu allais faire ce mouvement et tu es dans mon piège, quoi. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et Nick Sick le disait aussi dans l'interview avec John, que lui, quand il fait son game plan, d'abord il établit le game plan, et puis il essaye d'anticiper le game plan de l'adversaire pour pouvoir aussi contourner ça et surprendre là-dessus. Et Mm. donc, ouais, comme on dit, il y a plusieurs niveaux dans la stratégisation d'un combat. Ouais. Et donc, eh ben, ça ramène sur la conscientisation un petit peu des mauvais réflexes. Et c'est qu'il faut aussi, je pense, moi, analyser un petit peu ses propres sparring, ses propres combats Primordial. et rechercher qu'est-ce qui serait Mhm. exploitable. Et pas que au niveau MMA, parce que là, tu parlais d'Alan Sikou, et je me rappelle d'un combat où je me suis dit, mais t'es trop fort, mec, tu vois. Et en fait, il dit, ouais, mais je savais qu'il avait cette erreur dans son jeu. Donc, même en Oui. grappling, et moi, j'ai fait un peu de grappling, tu vas à la compétition, tu t'inscris, tu y vas, tu calcules pas, tu vois, c'est un peu genre un peu flow, voir ce qui se passe. Mais à un certain niveau, vous avez un roster, il y a des gars, ils connaissent tous les gars du roster, leur jeu, leurs habitudes, et ils savent l'exploiter. Et c'est pour ça qu'ils gagnent. Mhm. Donc même en grappling, sachez que plus vous allez monter de niveau, et puis vous pouvez le faire même dès le départ, étudier vos adversaires, chercher les ouvertures qui peuvent se présenter, et ça sera un peu plus simple aussi, Et quoi. bah, on va peut-être finir. Attends. Là, on va finir la partie sur les habitudes. Et après, il y a Mm. un autre petit sujet que j'aimerais aborder parce que tu viens d'un peu ouvrir la porte. Donc, si on résume, pour corriger une erreur, pardon, pour corriger une habitude, euh, on doit d'abord la détecter, la repérer. Ouais. Ensuite, on doit faire une analyse du bénéfice-risque et se poser la Mhm. question de, OK, faut-il la corriger? Mhm. Cette question se répond par est-ce que je suis capable de trouver une alternative qui me permet d'avoir plus de bénéfices, moins de risques par rapport à l'habitude actuelle? Si oui, il faut la faire accepter aux combattants, que ce soit via de l'introspection ou via une discussion avec le coach. Mhm. Ensuite, une fois qu'on a accepté ça, on doit travailler sur la modification de la routine. Donc on garde le trigger, on garde la récompense, mais on modifie la routine. Et ce qu'il y a d'intéressant là, parce qu'on parlait de probabilité d'avoir le reward, de probabilité d'avoir la récompense, bah, si tu corriges de sorte que tu aies un bénéfice plus élevé avec un risque moins élevé, ça veut dire que ta probabilité
gagner la récompense est plus élevée, donc cette habitude sera plus attractive pour toi, cette nouvelle habitude sera plus attractive pour toi. Et donc là, travailler, tu as parlé du process, hein, donc tu retravailles ta nouvelle routine avec, on la travaille techniquement, tu l'intègres dans tes shadows, tu l'intègres dans tes drills, tu l'intègres dans tes sparring, tu l'intègres en visualisation et puis en test à l'effort. Enfin, tu te fatigues au possible et tu essaies de t'assurer que tu travailles sur ta nouvelle routine dans ces situations-là via le trigger. Et puis, on y est en fait. Là, on a fait la correction. Ça, c'est tout le processus. On a synthétisé le truc. Alors maintenant, le dernier élément sur lequel j'aimerais discuter publiquement, parce qu'on a déjà discuté en privé, c'est toi qui m'avais poussé dans cette réflexion, mais il y a assez longtemps. C'était la différence entre faire des sparring avec quelqu'un de nouveau et faire des sparring avec quelqu'un, avec ton partenaire d'entraînement habituel. Dans le sens, toi, tu m'avais dit ça et c'était très juste. C'est quand tu fais un sparring contre quelqu'un face auquel tu n'as jamais fait de sparring, tu essaies d'imposer ton jeu classique, alors que si tu fais un sparring face à quelqu'un contre qui tu fais des sparring toutes les semaines, le mec connaît ton jeu et donc là, tu dois essayer de trouver des nouveautés. Tu vois, tu dois essayer de le surprendre par des nouveautés parce que le mec sait comment tu travailles, sait ce que tu vas faire et donc il y a un truc de normalement, en général, on va dire que ça c'est une règle générale, il y avait évidemment des exceptions, mais quand tu fais des sparring face à plein de personnes différentes, tu vas peaufiner ton jeu classique. Quand tu fais des sparring avec quelqu'un de récurrent, tu vas développer ton arsenal, tu vas agrandir ton arsenal. Est-ce que c'est correct de dire ça? Ah ouais, je pense. Je pense que c'est très correct. Je pense que c'est vraiment intéressant de faire les deux, tu vois, d'avoir des sparring partners, enfin des partenaires de sparring avec que tu connais très très bien, qui te connaissent très très bien, et donc où tu es un peu obligé d'augmenter dans ta créativité, dans tes feintes, etc. Mais le problème, c'est que tu vas avoir des techniques qui fonctionnent très très bien et qui fonctionneraient très très bien contre l'ensemble et que tu n'utilises plus parce qu'il les connaît. Ça, c'est clair. Et donc, quand tu t'entraînes avec des gars qui connaissent pas ton jeu, eh bien, des fois, tu es étonné. Genre, tu vas feinter, il rentre dans la feinte pleine balle et ça touche salement, entre guillemets, tu vois. Et tu dis, ah, mais c'est vrai que ça fonctionne trop bien, cette technique. Et tu la reprends à ton compte. Donc, je pense que comme dans les entraînements, il y a toujours une sorte de juste milieu à avoir ces deux profils de partenaires de sparring. Le seul point similaire entre les deux types de sparring, pour moi, hein, ça reste quand même de toujours tourner avec des gars qui sont sécuritaires, safe, tu vois, dans le sens de s'entraîner, pas se blesser, parce que ça fait partie des points les plus importants dans la progression. Et puis même en tant que pro, hein, blessé, c'est un combat en moins, c'est plein de choses. Moi, je pense que c'est le deuxième indicateur de performance le plus important dans une équipe. Tu vois, le premier indicateur de performance, c'est tes résultats. Et le deuxième indicateur de performance, c'est ton nombre de blessures graves ou pas graves, vraiment blessures au sens large à l'entraînement. Donc, pour les fans de gestion de performance en entreprise, si tu ouvres une salle avec des combattants, que ce soit ludique ou professionnel, tes deux premiers indicateurs que tu dois mettre en place pour faire un suivi de performance, c'est ça, c'est tes résultats en compétition. Et deuxième, c'est le nombre de blessures à l'entraînement. Et ta target doit être 0 sur le nombre de blessures. Et donc, pour en venir sur les sparring, les partenaires d'entraînement, on n'en a pas parlé, mais ça peut être aussi une bonne idée si vous avez une habitude exploitable, de tout simplement, si elle n'a pas été dévoilée au grand jour lors de sparring, de dire à vos partenaires, écoute, je suis en train d'essayer de corriger ça, donc essaye d'exploiter cette habitude, cette tendance. Cette habitude, au fur et à mesure des rounds, tu vois qu'elle réapparaît. Et c'est là où c'est très important de reprendre ça, parce que ton partenaire d'entraînement, il va pouvoir aller provoquer cette routine en enclenchant, en faisant le déclencheur, en faisant le trigger. Donc, si tu arrives à détecter quel est le trigger qui t'amène à faire cette mauvaise habitude, tu peux dire à ton partenaire d'entraînement, essaye dans notre sparring de provoquer, j'invente, hein, si t'as, c'est un classique aussi. Le check hook sur le direct en garde fermée de ton adversaire, c'est un trigger chez beaucoup de grands qui peut être exploitable. Voilà, tu dis à ton partenaire d'entraînement, essaye de m'envoyer pas mal de directs plongeants ou de le feinter ou de faire un direct plongeant avec un roll under et de capitaliser dessus. Comme ça, pendant le sparring, le gars, il va travailler beaucoup ce trigger et toi, tu vas beaucoup pouvoir travailler ton ajustement à cette habitude.
Ouais, ou le coach, hein, parce que là on parle. Mais le coach peut aussi. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Ok, elle a tendance à pas reprendre son centre, ou il a tendance à pas reprendre son centre. Dès que tu préviens pas l'autre, tu Ouais. vois. Tu lui dis, écoute, tu as une mauvaise habitude, tu reprends pas ton centre directement, ça va pas du tout. Et puis, bah, quand il y a sparring, le coach va dire au partenaire en face, je veux qu'à chaque fois tu reprennes ton centre, je veux qu'à chaque fois tu reprennes ton centre. Voilà, ça peut permettre de prendre conscience et de voir Mhm. l'importance de corriger rapidement cette habitude. Ouais, et c'est vrai que cette Voilà. partie-là, on n'en a pas parlé, mais le coaching en combat pourrait avoir une certaine importance sur certaines mauvaises habitudes, notamment reprendre le centre. Tu vois, nous, c'est une instruction qu'on avait souvent chez les Red Kings quand on disait reset, ça veut dire reprends le centre, c'était notre mot-clé. Et c'est clair que dans la fatigue, tu sais que les combattants vont peut-être pas y penser. Donc, si tu as ce mot-clé de dire reset, hop, je reprends mon Mm. centre, c'est un élément qui bah, c'est ton nouveau trigger en fait. C'est mon coach a dit Ah, reset, ouais. ok, boum, je reprends mon centre. Et il y a certaines habitudes, évidemment, ton coach il va rien pouvoir faire pendant le combat, mais sur certaines habitudes qui sont un peu plus pendant les moments creux du combat, là Mhm. l'instruction du coach peut avoir toute son importance et ça peut changer carrément la tournure d'un combat. Quoi. Ah oui, non, 100%. 100%. Bon, Je pense qu'on a fait le j'allais tour, dire, hein. je pense qu'on a fait le Ouais, tour. ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on demande en Je pense commentaire pour ceux que. qui sont encore connectés? Bah, s'il y a des gens qui ont des Eh, éléments à apporter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de livres sur les habitudes et tout, donc moi j'ai pris référence seulement sur un. Peut-être qu'il y a d'autres éléments à apporter là-dessus, mais s'il y a des gens qui veulent vraiment nous écrire un pavé pour complémenter nos informations qu'on a données ici ou corriger ce qu'on a dit, ce serait intéressant. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Ou alors votre propre expérience, est-ce que vous avez eu à faire une mauvaise habitude? Est-ce que vous avez toujours une mauvaise habitude dans vos entraînements ou ce genre de choses? Comment vous y faites face? Euh, non, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu les différentes choses, Ouais. quoi. Mais toujours pareil pour chercher à s'améliorer ou améliorer son équipe si vous êtes coach, tu vois. Mais ouais, je pense que ça peut être Et intéressant. alors, tous Mm, ceux qui sont mm, mm. encore en train d'écouter et qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Merci les gars. Brian, merci pour ton excellente préparation sur ce podcast. C'est vraiment un échange ultra, ultra bénéfique et sans risque. C'est pas mal, hein, 100% de bénéfices, 0% de risque dans celui-là. C'est une habitude qu'on va devoir garder du coup, faire des podcasts ensemble. C'est Tant clair. mieux, il y a Fight Minds pour ça. Allez, ciao, ciao. Ciao.